Bienvenue sur ma chaîne Black Sea Storm. Encore une vidéo en français. Je vais essayer de faire plus de vidéos en français. Donc le premier c'était un peu le baptême du feu. Et là je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Donc la première vidéo c'était un peu sur l'histoire de Black Sea Storm et mon histoire personnelle. Et là, cette vidéo, ça va être plus sur l'immigration, l'expatriation et mon expérience avec ça et comment le sujet de l'expatriation me semble prendre l'ampleur en Europe. Donc aussi j'ai un peu envie de réfléchir sur le fait que est-ce que vraiment l'Europe ça va mal et c'est la catastrophe qu'il faut partir, ou peut-être qu'on se fait manipuler. C'est aussi possible que ce soit une stratégie de manipulation pour faire fuir une certaine population capable d'entreprendre et tout ça. Donc c'est possible, je garde... Donc mon expérience avec l'expatriation, ça remonte à vraiment longtemps, parce que à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, donc je suis né en Turquie et mes parents ont décidé, mon père a trouvé du travail en Suisse. Et on est parti pour la Suisse en 84. Après avoir vécu 15 ans en Suisse, et j'ai obtenu la nationalité. Donc, je suis binational turc et suisse. Donc en 1999, moi je suis parti aux États-Unis, en Californie, à San Diego. San Diego represent. Et même si je ne comprends rien au baseball, mais c'est juste un clin d'œil à mon passé, cette casquette. Je suis resté 11 ans et demi. Je suis resté 11 ans et demi en Californie. Après, je suis revenu en Suisse. Je suis resté 6 ans. Et en 2017, je suis parti en Amérique latine. Et en fait, si on considère que je suis originaire de Turquie, en fait, sur les 49 ans que je suis sur cette planète, en fait, j'ai été un étranger, un immigré, un expatrié pendant 42 ans. 42 ans d'expatriation. Après ça me fait vraiment rire là, étant d'origine turque et mon père avait un boulot col blanc. Il n'y a personne qui nous a appelés expatriés. Quand je vais en Suisse, personne ne nous a appelés expatriés, mais maintenant que les anglo-saxons, les européens aussi, ils deviennent des immigrés, eux ils s'appellent un peu, ils ont tendance à s'appeler expatriés. Pour moi, t'es pas dans ton pays, t'es immigré. Mais après, ils disent, ouais, c'est des débats. Après, ils disent, ouais, mais nous, on vient avec de l'argent. Ouais, pour moi, tu es toujours un immigré. Mais on ne cherche pas. Un des arguments, c'est qu'on ne va pas forcément dans un autre pays pour chercher du travail. On est déjà rentier et tout ça. Bon, c'est que des mots, mais ça me fait juste rigoler comme... En fait, les dynamiques sont en train de changer.
Et, c'est juste intéressant qu'il y ait ce vocabulaire pour appeler les choses un peu différemment, parce que pour se différencier. Mais je reste un peu perplexe, même si voilà, certains arguments tiennent la route. Voilà, t'es pas dans ton pays, t'es immigré. Bienvenue au club. Donc voilà, donc en fait, après, voilà, je suis citoyen suisse, je suis naturalisé suisse, donc après, est-ce qu'on peut vraiment compter tout le temps que j'ai passé en Suisse en tant qu'immigré expatrié? Oui et non. En fait, pour moi, c'est un peu particulier. En fait, je me sens nulle part chez moi et je me sens partout chez moi. C'est un peu... En fait, j'ai ce passé-là, ça a développé ma capacité d'adaptation et l'apprentissage des langues. Donc, j'arrive très vite à m'adapter. C'est aussi pour ça que je ne m'identifie pas trop aux expats, parce que moi, quand je vais dans un pays étranger, j'essaie pas de trouver mes semblables et rester avec eux en groupe. En fait, j'apprends la langue. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en Suisse, c'est ce que j'ai fait aux États-Unis et c'est ce que j'ai fait en Amérique latine. Et après, j'essaie de me faire des amis avec les locaux, avec les gens qui sont là. Très récemment, j'ai commencé à m'ouvrir aux francophones. Là, en ce moment, je suis à Medellín, en Colombie, mais je suis résident du Paraguay. Et au Paraguay, il y a vraiment une communauté francophone qui est intéressante. C'est vraiment... Le Paraguay semble filtrer les bonnes personnes. Je ne sais pas comment ça marche, mais peut-être parce que ce n'est pas une destination vraiment touristique. Mais en tout cas, j'ai eu des très bonnes rencontres avec des francophones. Donc, très récemment, après avoir vécu 8 ans en Amérique latine, que je m'ouvre un peu à ce monde d'expatriés, aussi le fait d'être devenu un peu businessman. Maintenant, là, j'ai un meet-up lundi prochain avec des anglo-saxons qui investissent aux États-Unis, en Amérique latine et tout. Donc ouais, je m'ouvre un petit peu plus. Mais pendant la majorité du temps, j'étais pas... je trouvais pas ça... En fait, c'est à double tranchant. En fait, j'ai rien contre personne. Je pourrais envie d'être mal compris, mais c'est... Bon, déjà, si je suis parti d'Europe, c'est aussi parce que je m'étais lassé d'une certaine mentalité et peut-être aussi la façon dont moi j'étais perçu avec mes origines et tout. Donc, je voulais pas aller en Amérique latine et me retrouver avec des gens avec cette vision-là. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, en fait, c'est comme j'ai un passé d'immigré qui remonte à beaucoup de temps. En fait, ce que je sais, c'est que en fait, toutes les minutes que on passe dans notre bulle, en fait, c'est toutes les minutes qu'on ne s'intègre pas. Donc ça, j'ai vu avec... j'ai vu avec mes parents. En fait, quand on était arrivé en Suisse et tout, eux, ils se sont trouvés un cercle d'amis constitué de Turcs. Et d'autres... mes parents, ils parlent anglais aussi, donc des autres gens avec les profils un peu... internationaux. Donc, même
après 40 ans, je me demande combien d'amis suisses ils ont, quoi. Donc c'est ça un peu le danger de rester dans ces bulles expat, parce que et moi en venant en Amérique latine, si j'étais resté avec les gens qui parlent anglais, français ou turc, c'est tout ça de temps de vol en moins en espagnol. Donc si on veut s'intégrer le plus vite possible, il faut avoir des heures de vol, quoi. Les langues, ça marche comme ça. Une fois qu'on a les bases, il faut parler. Donc après, il y a des pays, ça change de pays. Donc il y a des pays où c'est plus facile. Il y a des pays comme justement la Suisse. En fait, quand j'ai parlé de mes parents, c'est pas une critique vis-à-vis d'eux, c'est juste que c'est très difficile en Suisse de se faire des amis après un certain âge, de se faire accepter. C'est une autre culture, c'est une culture très fermée. Donc eux, ouais. Je pense dans au début, ils invitaient des Suisses et tout, quand on avait des soirées et tout. On invitait et les Suisses venaient avec apporter quelque chose à boire ou à manger, très poli. Et quelques jours après la soirée, ils nous envoyaient un petit mot de remerciement. Mais ils nous invitaient jamais chez eux. Alors vraiment, c'est intéressant. Donc tu fais une fois, deux fois, trois fois. Bon, après voilà, tu sens que c'est pas réciproque. Donc après tu restes avec les gens qui t'acceptent. Donc ça dépend aussi. Comme le tango se danse à deux. Il faut être deux pour danser le tango. Donc ouais, il y a aussi ce. Donc voilà, je pense que la volonté d'intégration c'est important, mais aussi après en face, est-ce qu'ils veulent de vous? C'est ça le. Et en Amérique latine, je vois, il y a bien qu'on parle espagnol partout, à part le Brésil. Ouais, c'est des cultures très très différentes. Mais en général, pour le chit-chat, le small talk, socialiser, des interactions, ça se passe plutôt bien. Ça, il n'y a pas trop de soucis en Amérique latine pour ça. Mais là, par exemple, c'est ma 5e fois en Colombie. Et je me suis rendu compte de quelque chose, et je me suis rendu compte de ça au bout de 8 mois. C'était durant mon 4e visite. Parce que, en fait, ici, par exemple, bon, c'est peut-être. Moi, je suis toujours venu à Medellín, donc j'ai pas envie de parler de la Colombie de manière générale, mais en fait, pour le transactionnel, ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment super sympas. On peut parler. Ma voisine, c'est une coiffeuse, elle me garde mes courriers. Dans le quartier, on m'appelle par mon nom, salut Ali. Quand je vais au café, on m'appelle par mon nom. Tout est super. Et moi, pendant un moment, je me disais, Medellín, c'est l'endroit de rêve, parce que c'est vraiment, ma routine marche bien, le climat est exceptionnel, donc je pensais à m'établir ici. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au bout de 8 mois, qu'en fait, j'avais 0 vrai ami, en fait. J'avais pas de. Parce que même en Europe et tout, là, au Paraguay, j'ai rencontré des Français, tu commences à discuter, le chit-chat, mais si on voit qu'on a quelque chose en commun, la conversation nous plaît, on dit hey, tu veux aller, on prend un café, tu vois. Moi, ça m'est arrivé avec un expatrié à Asunción, on faisait les papiers ensemble pour les impôts. On commence à parler, le gars adorable et tout. Puis après, il m'invite, ouais, on va prendre un café. On a été pour boire un café, ça a duré 3 heures. Donc, mais ça m'est jamais arrivé en Colombie. Et j'ai parlé avec des Colombiens et en fait, oui, c'est une culture assez réservée.
un peu similaire aux Suisses. C'est assez réservé, ils sont, de ce que je peux voir, en fait, ils socialisent beaucoup en groupe d'amis. Donc ils sortent par bande de 10-15 amis. Et en fait, pour rentrer dans un groupe comme ça, il faut se faire accepter par le groupe et tout. Donc en Amérique latine aussi, c'est pas... Ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Et là, c'est mon expérience. Après, peut-être aussi, ouais, avec ma routine et tout, je cours pas pour non plus. Je cours pas toute la journée pour me faire des amis non plus parce que je suis très occupé. J'ai ma routine, tout ce qui peut casser ma routine, je vois comme une menace. Donc comme on dit, ouais, là, il faut être deux pour danser le tango. Mais dans d'autres pays, par exemple, au Mexique, j'ai vécu dans 23 différentes villes. Donc il y a beaucoup de différences culturelles à l'intérieur du Mexique. Mais de manière générale, par exemple, au Mexique, une fois de plus, c'est mon expérience personnelle. C'est une fois que je sentais que les gens ils m'acceptaient, en fait, j'avais l'impression d'être un de leurs amis. Donc je n'étais pas dans cette case étranger. Donc on est amis, on est amis. Donc de perspective de la personne mexicaine, c'est j'ai Javier, Juan et Ali. Ce sont mes amis, donc il fait pas... Une fois que tu es ami, ben, ils ne font pas trop la distinction. Et aussi au niveau de la confiance, moi j'ai fait beaucoup de... Par exemple en Colombie, je reste toujours... Même si là, je connais les gens, c'est la troisième fois, je loue le même appartement et tout, je fais tout à travers d'Airbnb. Parce qu'ils ont un sens au business qui ne me plaît pas trop. Bon, une fois de plus, c'est comme... je me réfère à mon passé. Donc 2-3 fois, j'ai essayé de faire des... Et comme ils voient les choses, ça me plaît vraiment pas, ça me donne pas confiance. Donc je fais tout avec la plateforme. Mais au Mexique, j'ai plein d'amis, plein de hôtes de Airbnb qui sont devenus des amis. Et en fait, je passe juste un coup de fil, ils me réservent la durée que je veux louer. On fait ça entre amis et il y a le même service, il n'y a pas d'embrouille, tout à la confiance et ça marche très bien. Donc voilà, Amérique latine c'est très très diversifié en me basant sur mon expérience. Mais en fait là, cette vidéo, en fait je voulais plus parler de mon dernière expatriation, en fait, de venir en Amérique latine. Et en fait, quand je suis parti en 2017, c'était un peu... là, j'enlève mes chaussures pour... je fais du grounding. J'aime bien toucher la terre avec pieds nus. Et en fait, en 2017, j'ai décidé de quitter la Suisse pour l'Argentine. Et en gros... tout le monde me disait que j'étais fou. Tu laisses, même les Argentins, ils me disaient genre, t'as laissé tomber la Suisse pour venir ici, genre, ça va la tête. Et en fait, quand tu y penses, quand vous y pensez, ouais, c'est un rêve, hein, même pour les Européens, c'est un rêve de vivre en Suisse. Et moi, je gagnais plus que la moyenne suisse. Mais j'étais pas heureux, quoi. Il n'y a rien à faire, j'étais pas heureux. Ouais, dur à comprendre. En fait, c'est une fois que je suis... Donc dans les années 90, en fait quand je suis arrivé en Suisse dans les années 80, c'était difficile. Pour moi, m'intégrer, apprendre la langue et tout, c'était pas facile. Après les années 90, ça a été fantastique. J'ai eu vraiment... Je pense que... Bon, c'est aussi avec l'adolescence et tout, j'ai commencé à jouer dans des groupes de rock et tout. Mais aussi, je pense que de manière plus objective, je crois que c'était l'âge d'or de Genève. C'était vraiment... parce que Genève, voilà, il y a les banques, Genève International, mais à cette époque-là, il y avait plein de squats, il y avait plein d'alternatives
Et il y avait beaucoup d'argent pour la culture, il y avait beaucoup d'événements culturels, de concerts. Ah, on était vraiment gâtés, quoi. Et il y avait tous ces squats, mais c'était pas des squats juste pour... on squatte pour pas payer le loyer, mais c'était plus des étudiants ou des artistes qui se mettaient ensemble et justement pour être créatifs et pour générer de l'argent, ils ouvraient des bars illégaux ouverts jusqu'à point d'or et tout. Et je pense que la ville, à cette époque-là, il laissait un peu faire. Donc il y avait un peu une zone grise comme ça, mais ça faisait que c'était fantastique. C'était vraiment une époque fantastique. Et aussi moi, comme je jouais dans un groupe qui était assez prometteur et tout, donc assez connecté avec la scène locale. Donc c'était super. C'était vraiment... Donc là, je pense que j'ai été vraiment heureux en Suisse. Et après, mon groupe s'est séparé. Mon groupe s'appelait Swan, S-W-O-N. S'est séparé et c'est là où j'ai décidé de poursuivre l'aventure rock'n'roll aux États-Unis. Donc en 1999, je suis parti aux États-Unis. Je suis resté 11 ans et demi. Après, je suis revenu en 2011. Et en fait, mon cerveau il s'est reformaté aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis, c'est vraiment particulier comme pays. Et vous ne pouvez pas rester 100% turc, vous ne pouvez pas rester 100% européen. Je dis au niveau mentalité. Il faut reformater le disque dur, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché. J'étais super heureux aux États-Unis. Bon, j'ai eu des hauts et des bas. Mais c'était vraiment une aventure incroyable. Et après, quand je suis revenu en Suisse, bien que tout ait super bien fonctionné comme j'avais planifié les choses, en fait, j'étais pas heureux. En fait, j'arrivais pas. En fait, j'ai fait une espèce d'extension du cerveau aux États-Unis. Et après, en Suisse, ouais, tout me paraissait petit en fait. Tout me paraissait petit et bien que je faisais de l'argent, il y a quand même une espèce de crise du logement sur Genève. Donc, en fait, j'arrivais même pas à profiter en fait de l'argent que je gagnais en vivant dans un endroit un peu meilleur niveau appartement. Et aussi une chose qui est très intéressante, en fait, quand je vivais en Californie, en fait, il y avait des profils. J'ai des amis rockers qui arrivaient à rocker beaucoup plus que moi, qui étaient en fait, qu'ils arrivaient à en vivre, à faire des tournées. Il y avait des collectionneurs de guitares, des entrepreneurs et tout. Et en fait, il y avait des profils aux États-Unis qui me faisaient rêver. Je disais, ah, moi, j'aimerais bien être comme lui. Vous voyez, là, ça me donnait... je me disais, voilà, Ali, si tu travailles bien, si tu as du succès, ben, peut-être tu peux être comme lui, tu peux faire les tournées qu'il a ou tu peux vivre dans une maison comme il a et tout. Et ça me motivait en fait. Et en Suisse, bien que le niveau il soit super haut, ben, en fait, il n'y a rien qui me fait rêver. Le banquier milliardaire suisse, il me fait pas, c'est pas une vie qui me fait rêver. Ou les maisons suisses, les chalets, les trucs. Je sais pas, c'est juste question de personnalité. Donc, en fait, tu es dans une société où les choses vont bien et tu pourrais peut-être aller de l'avant, mais tu regardes autour de toi et il n'y a pas de profil qui te fait rêver. Alors, comment toi, tu vas trouver le bonheur si personne t'inspire, tu vois. Donc, parce que moi, voilà, avoir un chalet à Hackstatt, aller skier, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais voilà, j'étais allé enregistrer dans un studio incroyable qui s'appelle Big Fish,
un gars super fortuné, il avait une collection de guitares, il avait ce studio. T'as même des grands groupes comme Megadeth et tout. D'ailleurs, on avait enregistré et le groupe après nous, c'était Megadeth. Bah, tu vois ça, tu dis, waouh, le gars, il a accompli. Ça te fait... Moi, ça me faisait rêver. Je dis, ouais, ça serait pas mal. Tu vois, si tu n'es pas du côté. Tu n'arrives pas à atteindre le succès du côté musicien, mais tu vois, un truc comme ça. Tu vois, tu vis en Californie, tu as un studio d'enregistrement, tu as des super guitares. Donc, ouais, en fait, ça c'était une grande leçon de vie pour moi, c'est de ne pas être, en fait, avoir tout sur le papier, mais pas être heureux. Donc j'ai pris ma responsabilité. Donc si t'es pas heureux, il faut être proactif. Et je suis allé en Amérique latine. Aïe, je me suis fait piquer par quelque chose. Je crois que je me suis fait piquer par une guêpe ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai pris ma responsabilité et je suis parti. Et au début, voilà, c'est là où je voulais en revenir. Donc au début c'était du style, genre t'es fou de quitter la Suisse pour l'Argentine. Et après, au fur et à mesure, donc après je suis devenu nomade. Devenu nomade, j'ai commencé à voyager. Donc là aussi, il y a pas mal de gens, ouais, tu quittes la Suisse pour devenir presque précaire. Mais moi, j'étais super heureux. Donc au début, l'année et demie, les 2 premières années en Argentine, c'était pas... Je peux pas dire que j'étais heureux, c'était beaucoup de challenge. Mais après, j'ai commencé à trouver ma voie en Amérique latine et vraiment trouver le bonheur. En voyageant, en connaissant des gens, en incorporant la musique au voyage. Donc j'ai trouvé le bonheur. Et petit à petit, donc ça c'est là où je voulais en venir. En fait, je me suis rendu compte que peut-être que ma réalité elle commence à être beaucoup mieux que peut-être. Bon, de toute façon, pour moi, ma réalité actuelle est mieux que ma réalité européenne, mais aussi de manière générale. Donc j'ai l'impression que je me suis fait piquer par quelque chose. On verra si ça va réagir ou pas. Et maintenant, chemin faisant, donc 2025. Donc là, j'ai pris... donc au début, j'avais résidence en Argentine. Et là, en 2024, j'ai la résidence maintenant au Paraguay. Ça, c'est un autre chapitre de ma vie. Le Paraguay, ça a été vraiment super pour moi. C'est après avoir voyagé tant d'années en Amérique latine, j'ai trouvé vraiment l'endroit parfait pour moi. Ça coche toutes les cases. Première case, c'est l'aspect humain. Justement, là-bas, ils sont super ouverts, ils sont super accueillants. Jamais on se sent étranger. Ouais, ils sont vraiment, il y a une sincérité dans les relations humaines que je pense que ça va être... peut-être on peut trouver au Moyen-Orient, peut-être en Asie, mais en Europe même, en Europe vous oubliez. Peut-être l'Europe du Sud un petit peu. Mais, non, pour ça les gens sont top. Après c'est super pour le business, pour les impôts. C'est safe. C'est vraiment safe quand on compare à d'autres pays d'Amérique latine. Donc là, j'ai trouvé mon bonheur au Paraguay. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que même de manière générale, peut-être l'herbe est plus verte ici que là-bas. Et c'est là où en fait, je voulais un peu lancer peut-être la discussion, l'idée, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Parce que maintenant, je vois de plus en plus de vidéos qui poussent à l'expatriation, où les gens comme moi qui sont expatriés disent « c'est super ». Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? En fait, j'aimerais bien voir des vidéos des gens qui vivent peut-être en France, d'autres pays européens, et qui sont heureux.
et qui disent voilà, moi je suis là, je suis super heureux. Parce que en fait, je me méfie des côté des vagues, un peu d'idées comme ça. Je m'en méfie en fait. Parce que ça peut aussi être une... même les réseaux sociaux, les plateformes à vidéo et tout ça, bah, il y a des algorithmes, ils peuvent nous manipuler. Donc après, voilà, j'essaie de garder l'esprit ouvert. Donc peut-être qu'il y a aussi une manipulation pour justement que les gens capables d'Europe quittent l'Europe. C'est possible. Et après, la question, c'est est-ce que c'est pour... ça va être avantageux pour celui qui part ou ça va être désavantageux? Ou on va se... Tu vois, ils nous emmènent par là et après, ils vont nous arriver des bricoles ici. Ou, oui, il y a un agenda pour... peut-être pour vider l'Europe, mais ça va être avantageux pour les gens qui partent. À voir. Moi, au niveau personnel, voilà, c'est... comme j'ai vécu 11 ans et demi aux États-Unis, j'ai vécu maintenant plus de 8 ans ici. En fait, j'ai vécu presque 20 ans dans les Amériques. Donc 20 ans sur le continent américain. Et en fait, je suis plus heureux. Personnellement, je suis plus heureux de ce côté de l'Atlantique. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Ou ne se pose plus en fait. Là, j'ai aucune envie. Même retourner dans mon pays d'origine. La Turquie, c'est vraiment sympa. Hein. La Turquie, c'est quand même... il n'y a pas les côtés contraignants de l'Europe, quoi. Et moi, quand j'y étais la dernière fois, c'était en 2022. Donc c'était relativement pas cher. Mais maintenant, j'ai entendu dire que c'est aussi cher que l'Europe. Donc, bon, Istanbul, peut-être dans d'autres villes, vous vous en sortez mieux. Mais la Turquie, c'est sympa. C'est un peu comme l'Amérique latine, en fait. Ça ressemble... Étrangement, ça ressemble vraiment à l'Amérique latine. Donc ça peut être aussi une option pour quelqu'un qui voudrait partir d'Europe. Peut aller en Turquie parce que c'est pas trop loin. C'est pas trop loin et c'est vraiment différent. Donc ça peut être ça peut être une idée. Donc voilà, je voulais faire une vidéo un peu sur mon point de vue sur l'expatriation, ma propre expatriation au pluriel, et que mon ressenti, donc pour moi, c'est, je veux dire, je ne vais pas prétendre être un visionnaire ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai vu juste en 2017, j'ai vu vraiment juste de partir. Après, voilà, être nomade, c'était super. Mais c'est vrai que quand on est nomade, on construit pas tellement dans un endroit précis. Donc peut-être j'ai pris un petit peu de retard pour ça, mais là je suis en train de me rattraper. Je suis en train de me rattraper au Paraguay. Là, c'est ma base. Et là, j'ai vraiment envie de construire des choses là-bas. Construire des choses au Paraguay. Et donc pour moi, ça a été... en fait, ça a été parfait. En fait, je suis sorti assez tôt d'Europe. Et après, j'ai eu un peu l'opportunité de tout voir. Bon, je vais pas prétendre, j'ai pas tout vu, mais j'ai quand même vécu dans mon sac à dos pendant 8 ans. Je suis retourné dans plein d'endroits que j'ai déjà visités et tout. Mais tout ça, ça a fait que, en fait, ça a affiné mon œil. Et en fait, quand je me suis rendu au Paraguay, au bout de 6 jours, je savais que c'était le bon endroit pour moi. Et jusqu'à maintenant, je trouve que je me suis pas trompé. Et peut-être que j'aurais pas eu cette vision si j'avais pas fait
si j'avais pas voyagé autant, si j'avais pas vécu comme nomade pendant tout ce temps-là. Donc voilà, tout se passe pour une raison. Donc pour moi, je trouve que ça a vraiment bien marché. Tout a parfaitement bien marché. Et maintenant, voilà, j'aimerais savoir, prendre un peu la température de comment les gens se sentent vraiment en Europe. Après en Europe, il y a aussi, ça dépend de quel pays, mais est-ce que c'est vraiment horrible, des fois comme on peut le voir, on essaie de nous faire croire sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment horrible ou c'est exagéré, mais ce que je peux voir quand même, il y a quand même, voilà, dans certains pays, tout coûte plus cher, il y a de plus en plus d'impôts, il y a de plus en plus de restrictions. Là, ils veulent sortir la monnaie digitale européenne. Je suis très, très, très sceptique à ce sujet. Je pense que c'est contraire à la liberté. Que ça existe, oui, mais pas que ça remplace en fait. Parce que même maintenant, quand on paye des cartes de crédit et tout, en fait, l'argent, même maintenant, est digital plus ou moins. Mais c'est toujours bien d'avoir... je pense que c'est toujours bien d'avoir du cash. Donc ouais, il y a quand même toutes ces choses un peu liberticides. Il y a aussi des idéologies que je ne citerai pas. Mais bon, je crois que là, je crois que cette phase, elle est un peu terminée. Avec les élections américaines et tout, je crois que c'est un autre chapitre là qui s'ouvre. Mais en fait, je suis curieux de savoir comment les gens qui n'ont pas quitté l'Europe, comment ils voient les choses. Peut-être qu'ils sont très bien, ils voient leur futur là-bas, et puis c'est pas si horrible que ça. Voilà, j'ai voulu faire une vidéo comme ça, un petit peu décousue. Mais voilà, ce serait une vidéo en plus sur la chaîne, sur le thème un peu de l'expatriation, de l'immigration et de vivre à l'étranger à long terme. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère vous voir sur une autre vidéo de la chaîne. Ah ouais, avant de partir, en fait, donc là c'est ma chaîne musicale, Black Sea Storm. Vous pouvez écouter tous mes albums officiels sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, Tidal, aussi YouTube Music. Je mettrai aussi les liens de mes anciens groupes. J'ai aussi un livre sur mon expérience du jeûne et aussi comment commencer le jeûne. C'est un peu un livre comment faire, très simple. Quand même 62 chapitres, mais très, très, très facile à lire. Les chapitres sont indépendants. Donc ça s'appelle For a Better Monday, pour un meilleur lundi, que j'ai pas encore traduit en français, mais il y a la version américaine, anglais-américain, et il y a la version espagnole. Sur Amazon, ou j'ai aussi un site où vous pouvez acheter la version digitale. Et si vous vivez aux États-Unis, j'ai aussi un produit qui supporte le jeûne, qui s'appelle Fasting Electrolytes. Et j'ai une marque qui s'appelle Youth Light. Mais pour l'instant, on vend encore aux États-Unis. Donc c'est un poudre électrolyte pour supporter le jeûne, mais aussi la diète cétogénique et aussi la diète carnivore. Super produit, moi je l'utilise tout le temps, il n'y a pas d'additifs, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de... Bon, ça a un peu de goût parce qu'il y a les minéraux et tout, donc c'est un peu goût de mer comme ça. Mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de...
Donc moi je le mélange avec du lime juice naturel et ça suffit. Donc j'ai aussi ce produit et j'ai des chaînes justement à ce sujet-là pour le jeûne, mais je ne l'ai pas encore en français. Donc en fait je suis le livre, en fait j'ai la chaîne en anglais, j'ai la chaîne en espagnol et une fois que je sortirai le livre en français, je pense que je vais faire la chaîne en français à ce sujet-là. Mais donc si vous comprenez l'espagnol ou l'anglais, je mettrai aussi les liens. Oui, le jeûne, ça a vraiment changé ma vie. Et je vois le fait que j'ai pu être clairvoyant, prendre ces décisions et aussi physiquement pouvoir vivre comme nomade, faire des tournées. Parce que j'ai presque 50 ans. Donc c'est vraiment grâce au jeûne. Donc après j'ai décidé de partager ma connaissance et aussi faire un business avec. Donc je mettrai les liens pour ceux qui intéressent. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans une autre vidéo sur la chaîne. Merci.